Et aujourd'hui, on arrive à un sujet qui est l'économie circulaire, c'est-à-dire que plutôt que de faire sortir un produit et de le détruire, on va faire en sorte d'allonger sa durée de vie. Qu'est-ce qui a été frappant là-dedans? C'est que le changement de obsolescence programmée à économie circulaire, c'est quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Aujourd'hui, les gens et les fabricants ont envie de rentrer dans l'économie circulaire. D'abord parce que c'est un enjeu pour la planète. Tout le monde aujourd'hui est conscient que les ressources ne sont pas illimitées, et donc évidemment la durée de vie de chacun des appareils, plus on l'allonge, moins on travaille sur les ressources. La deuxième chose, c'est que finalement, il y a un sujet d'économie derrière tout ça. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour les événements incontournables que sont le One-to-One Retail e-commerce de Monaco et le One-to-One Digital Marketing de Biarritz. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités des différents écosystèmes digitaux en France. Qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players, ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je veux vous en remercier. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix et de voter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Alors bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Le développement qu'on observe de l'économie circulaire vient répondre aux enjeux de durabilité. Dans cette économie, la lutte contre le gaspillage est bien sûr un point clé. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un aspect en plein boom, celui de la réparation. Et je veux parler des solutions qui permettent à tout un chacun de réparer soi-même un produit afin de prolonger sa durée de vie. Et dans ce domaine, il existe un acteur à la pointe et qui mérite un bon coup de projecteur, Spareka. Et qui mieux que son CEO et fondateur pour le représenter, j'ai nommé Geoffroy Malater. Spareka vous aide à réparer vos appareils de la maison et du jardin en permettant d'établir un diagnostic de panne en ligne, de trouver les pièces détachées nécessaires et de réparer grâce à des tutos dédiés. Avec notre invité, nous allons revenir sur le marché de l'économie circulaire et de la seconde main. Avec sa position unique, nous demanderons à Geoffroy de nous parler des attentes des consommateurs afin de comprendre pourquoi cette économie dite circulaire n'a pas fini de faire parler d'elle. Nous poursuivrons en entrant en détail dans la proposition de valeur de Spareka afin de bien comprendre pourquoi et comment nous pouvons allonger facilement la vie de nos appareils à obsolescence programmée. Mais comme d'habitude, nous finirons cette conversation par le sujet de la communication et de la relation client, le rôle des réseaux sociaux, l'utilisation de la vidéo, le CRM, quelle est la stratégie de Spareka. Mais avant de commencer, Geoffroy, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril. Alors moi je suis Geoffroy Malater, j'ai 43 ans, je suis père de famille, j'habite en Île-de-France et je suis entrepreneur depuis 2006. Je suis Gazar, j'ai fait les arts et métiers, ensuite j'ai fait un master à HEC Entrepreneur et à la sortie de mon école, je devais partir en VIE à Cuba, être le porte-serviette du patron de La Havane, une marque de rhum bien connue. Et puis ça s'est pas fait, je me suis retrouvé finalement à Courbevoie chez Otis. Les ascenseurs. Les ascenseurs. Alors évidemment, j'avais pas exactement ça en tête, mais assez rapidement, je suis devenu le responsable de toute l'Île-de-France pour la filiale d'Otis qui s'appelle Portis. Et dans cette filiale, donc j'avais 26 ans, j'avais une centaine Elle fait quoi cette filiale? Cette filiale, elle s'occupait de la maintenance des portes automatiques pour les garages, pour les usines, pour les centres commerciaux. Et elle installait, elle dépannait et elle faisait la maintenance. Et donc moi j'étais le patron d'une agence qui faisait une centaine de personnes avec des techniciens, avec des commerciaux. Et à l'intérieur de cette agence, il y avait une personne qui vendait des télécommandes de portail.
Et en fait, il n'avait pas le droit de vendre des télécommandes de portail à Attends, des il particuliers. vendait, comment ça, à l'intérieur de l'agence, il y a quelqu'un qui, en plus de son activité, vendait des télécommandes? Son activité était de vendre des télécommandes de portail au syndic dont nous avions la maintenance des portes de garage. Très bien. Et donc, du coup, toute sa journée était passée à faire des devis pour ces télécommandes de portail et les programmer. Et il avait interdiction de les vendre à des particuliers. Et avec ma formation, venant de HEC Entrepreneur, j'avais une envie particulière d'entreprendre. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas laisser ce business-là finalement passer à côté, qui était celui de vendre des télécommandes de portail à des particuliers. Et en fait, ce qui était intéressant là-dedans et ce qui a été finalement le fil rouge jusqu'à aujourd'hui, c'est que à l'époque, en 2006, vendre des télécommandes de portail aux particuliers, ça voulait dire expliquer aux particuliers comment il pouvait lui-même, tout seul, identifier sa télécommande et la programmer avec les moyens du bord. Parce que, en fait, pour qu'on comprenne bien, quand on achète un portail qui s'ouvre avec une télécommande pour rentrer chez soi, c'est ça le marché. Oui, La télécommande, on peut la casser, elle peut ne plus fonctionner et il faut la remplacer. exactement. Et c'est dans ce cas-là qu'intervient Télécommande Express. Télécommande Express, la boîte que tu as créée. Avant que tu nous expliques comment tu l'as créée, enfin on a commencé à comprendre, chez Otis, tu es resté, dans le groupe Otis, tu es resté quoi, 4 ans? 3 ans, parce 3 ans. que je suis parti après. Il y avait un petit conflit. Je sentais qu'il pouvait y avoir un conflit d'intérêts, donc j'ai préféré partir. Pendant ces 3 ans, enfin pendant ces 3 ans-là, tu as forcément appris des choses, surtout quand on commence dans la vie professionnelle, c'est là où on apprend beaucoup. Tu retiens quoi de ces 3 années d'expérience? Euh, alors, c'était hyper intéressant parce que, d'abord, je suis pas allé véritablement chez Portis. Je suis allé voir un manager. Moi, j'ai rencontré le manager qui était le patron de Portis à l'époque et j'ai adoré ce gars-là et j'ai voulu travailler pour lui. Donc, la première chose que je retiens, c'est ton premier manager, il compte beaucoup. C'est lui qui te structure. La deuxième chose, c'est une boîte américaine qui gagne beaucoup d'argent et qui est particulièrement bien gérée avec des indicateurs, avec de la communication autour de ces indicateurs, avec une place dans l'humain qui, euh, qui est presque secondaire par rapport aux indicateurs. Et ça m'a choqué. Donc j'ai compris à ce moment-là que j'avais besoin de bien gérer ma boîte et en même temps, j'avais besoin de pas trop mettre de process pour laisser de la liberté à tout le monde. Et c'est vraiment les deux choses que j'ai appris, cette espèce d'équilibre entre donner de l'autonomie aux gens et bien piloter sa boîte. Ok. Donc là, tu crées en 2006 Télécommande Express, qui a pour mission, si j'ai bien compris ce que tu as dit, de proposer aux particuliers qui ont un besoin de télécommande de se fournir. Et alors, tu l'as dit, il faut choisir parmi les différentes télécommandes la bonne qui convient. Tu peux nous expliquer en fait la demande, le besoin, le caractériser un peu plus? Ouais, alors donc c'est très drôle parce que faut imaginer qu'à l'époque, les télécommandes ne se vendaient pas sur Internet et donc chaque personne qui avait un portail et une télécommande se voyait obligée de contacter son artisan pour qu'il lui vende une télécommande programmée. Seulement l'artisan, il a l'habitude d'installer un portail et donc du coup, il n'a pas trop le temps de se déplacer pour juste une petite télécommande. Donc du coup, les délais étaient très longs et les prix étaient pharaoniques. 70 € une télécommande et souvent 2-3 semaines pour avoir sa télécommande. Nous, on arrive avec une proposition de valeur hyper simple qui était moins 50% par rapport au prix du marché. Donc on vendait nos télécommandes 35 € au lieu de les vendre 70 et expédié le jour même, d'où le nom Télécommande Express. Et donc du coup, 24 heures pour recevoir sa télécommande. Alors comment il faisait? Et ben en fait, comme c'était très compliqué de retrouver sa télécommande parce qu'il y avait très peu d'informations sur la télécommande, on a décidé, puisqu'à l'époque, en fait, j'étais avec un associé, de faire un petit moteur de recherche visuel. Donc on a pris en photo toutes les télécommandes qui existaient et avec un petit filtre très simple qui est nombre de boutons, couleur des boutons, couleur de la télécommande, s'affichait un peu à l'époque, comme par magie, 4-5 télécommandes sur lesquelles tout de suite le client retrouvait « Ah oui, mais c'est celle-là la mienne ». Alors évidemment, il a fallu déminer un certain nombre de choses puisque en fait, il y avait peut-être la télécommande bleu clair qui était plus jolie que la télécommande jaune et donc il fallait lui expliquer que non, il fallait qu'il reprenne exactement sa télécommande. Et ça a été un point pour moi très important et c'est le cas encore aujourd'hui avec Sparaka et les pièces détachées parce que finalement, quand on est obligé de prendre exactement le même produit que celui qu'on a, le merchandising n'existe quasiment plus. Et donc moi, en fait, c'est un peu un business à part, puisque souvent, dans le e-commerce, le merchandising est très important. Chez nous, il ne l'était pas du tout.
Et donc, du coup, ça, c'était la première étape, le choix de la télécommande. Et puis, la deuxième étape, c'était de faire comprendre à la personne que quand il allait recevoir sa télécommande, elle ne fonctionnait pas. Il faut la programmer. Il faut la programmer. Et donc, il fallait lui expliquer que c'est un peu comme chez un cordonnier, quand on arrive avec sa clé, le cordonnier prend un gabarit de clé, le met dans sa machine, et puis Le travail. la programme, la travaille, exactement. Et donc, on s'est dit, mais quoi de mieux que de faire une petite vidéo pour montrer que c'est facile. Et donc, notre premier sujet, c'était de montrer aux gens que finalement, ils n'avaient pas à avoir peur de recevoir une télécommande, qu'en 2 minutes, ils allaient pouvoir la programmer. Et entre guillemets, programmer, c'est facile. On va le retrouver quelques années plus tard avec la tagline de Spareka, réparer, c'est facile. Parce qu'en fait, il y a 6 ans qui se passent entre la création de Télécommande Express et celle de Spareka. Pendant ces 6 ans, comment s'est développée l'entreprise ? Ça a été linéaire. Vous avez eu à un moment le sentiment que le marché n'était pas extensible. Comment ? Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, à l'époque, en 2006, nos modèles, c'était Pixmania, qui se développait sur beaucoup de produits différents. Et en fait, très vite, moi, je me suis aperçu que ce produit, à l'époque, avait beaucoup de marge et était le même dans tous les pays d'Europe. Donc, on est resté exactement sur notre produit, mais on s'est développé dans tous les pays d'Europe. Et c'était quelque chose qui ne se faisait pas trop à l'époque, donc on s'est mis à vendre en Allemagne, en Italie, etc. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la problématique du coup de l'e-commerce dans ces pays-là, avec à l'époque des problématiques évidentes de TVA, des problématiques de transport, des problématiques de service client. 2006, les gens avaient encore un peu peur d'utiliser leur carte de crédit pour acheter sur Internet. Donc, ce n'était pas les mêmes modes de paiement. Par exemple, en Italie, les Italiens n'aimaient pas payer en ligne. Non, le Ils cash on voulaient, delivery. Voilà, c'est ça. La exactement. COD. Donc, il y avait pas mal de sujets en fait, qu'on découvrait qui étaient des sujets liés à l'externalisation. Et pour une toute petite boîte comme nous, je sais pas, à l'époque, on devait être 4-5, c'est des sujets qu'on a déflorés très vite. Donc, en fait, on s'est focalisé sur notre produit et parti à l'international. Ça a fait une bonne croissance, mais surtout, on a tout de suite gagné de l'argent. Donc, on a tout de suite été dans une stratégie de rentabilité qui a complètement modelé la boîte. Et je reviens à mes années Portis, dans lequel, évidemment, on gagnait de l'argent. Et donc, il y avait une façon de gérer. Donc, nous, dès le départ, on gagnait de l'argent sur notre premier client avec notre première commande. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancré et qui est finalement un peu à la base de notre stratégie héroïste. Il y a plein de questions qui me viennent. En plus, sur le cross-border, c'est quelque chose que je connais bien pour l'avoir pratiqué quelques années en accompagnant justement des clients comme toi sur les aspects cross-border, logistique, gestion des retours, traduction, service client. Comment vous avez fait concrètement pour le stock ? Vous avez acheté d'abord du stock de toutes les télécommandes ou alors quand il y avait une commande, vous achetiez ? Comment ça fonctionnait ? Alors à l'époque, chez Télécommande Express, il y a vraiment 2 étapes. Il y a la première étape où on le fait dans notre chambre. Et donc là, on a un répondeur qui fait office de service client et on a des boîtes à l'intérieur de notre bibliothèque qui font office de stock. Et puis passer cette étape-là, où en effet, on est quand même un peu en flux tendu, on se retrouve à stocker et à prendre des stocks. L'avantage d'une télécommande de portail, c'est que c'est tout petit, et donc ça stocke très bien, on a toujours eu des tout petits stocks. Combien de références il y avait à peu près c'était quoi ? 100, 200, 1000 ? 2500 2500. 2500 Oui, c'est pas mal. références. Ouais, c'est pas mal. 2500 références, mais en fait, tout tenait dans une superficie de notre stock. Au maximum, il a dû faire juste de télécommande 200 mètres carrés. Ouais, d'accord. Avec facile. Une personne pour faire la préparation de commande. Exactement. À l'époque, une personne. Ok. Comment arrive petit à petit l'idée de Spareka ? Alors en fait, une fois qu'on a fait le tour des télécommandes de portail, beaucoup de gens quand même me disaient mais c'est génial ton système pour acheter des télécommandes de télévision. J'ai dit non, télécommande express, c'est sur des télécommandes de portail. Et puis au bout de quelques mois, quelques années où on nous le dit, je me dis quand même, il faut que j'aille voir ce qui se passe du côté des télécommandes de télévision. Et en effet, c'était très compliqué de racheter une télécommande de télévision originale. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait bien sûr des universels, mais il n'y avait pas beaucoup de box. Donc il y avait quand même beaucoup de gens qui perdaient leur télécommande originale de télévision dans un déménagement ou avec de l'eau, ou avec le chien qui le bouffe. Donc on s'est mis à travailler là-dessus. Et donc d'une certaine manière, on est rentré dans la maison. Rentré dans la problématique de l'accessoire, de la pièce qu'on perd pour de l'électroménager. Avec le bip du portail, tu as ouvert la maison et avec la télécommande de la télé, tu es rentré dedans. Exactement. Je suis rentré dedans et en fait, de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, tous ces petits trucs du quotidien là, qui font un peu chier parce qu'on ne trouve jamais la bonne pièce,
est-ce qu'il n'y aurait pas un sujet pour accompagner les gens à trouver la bonne pièce? Et puis, en fait, cette réflexion a mûri. Et en 2012, en fait, fort d'un sujet autour de l'obsolescence programmée qui arrivait en fait tout doucement, fort d'un chiffre moi qui m'a complètement éberlué, qui était celui de l'ADEME, qui était que 50% des appareils qui sont jetés sont réparables. On s'est dit, enfin je me suis dit, puisque j'étais tout seul à ce moment-là, en fait, si on apprend aux gens, si on les accompagne à réparer l'ensemble des appareils de leur maison, on va limiter le nombre de déchets et puis surtout, en fait, on va leur enlever une épine du pied parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher de réparer que de changer son appareil. Et bien m'en a pris parce que justement, là où il y avait déjà des boutiques en ligne qui vendaient des pièces détachées, qui étaient souvent en fait une émanation d'une boutique physique qui vendait des pièces détachées à des réparateurs indépendants qui venaient en acheter, moi j'ai pas voulu vendre des pièces. Moi, j'ai voulu aider les gens à réparer. Donc, aller un cran plus loin que ce qu'on avait fait avec Télécommande Express. Par contre, leur apprendre à réparer, ça voulait dire leur montrer comment réparer. Et ça voulait dire faire des tutos, leur montrer que finalement, c'est pas très compliqué. Et tout ce qu'on avait fait sur Télécommande Express avec des petits tutos de programmation, on s'en est servi pour pouvoir rentrer dans ce mode-là et créer notre chaîne YouTube en 2012 qui aujourd'hui marche hyper bien. C'est quoi le chiffre 152 000 abonnés et 45 millions de vues. Ok, on va revenir sur la proposition de valeur de Spareka en détail. Merci pour cette introduction. Maintenant, on a bien compris le parcours qui était le tien et comment tu en es arrivé justement à intégrer, à développer un business autour de la réparation qui s'intègre, qui est une dimension hyper intéressante de l'économie circulaire. On entend beaucoup parler de l'économie circulaire, de la seconde main et d'autres aspects, mais moins de celui de la réparation. En préparant cette interview, je disais, ouais, alors c'est du e-commerce, comment tu te situes par rapport à ça Tu dis, non, c'est encore autre chose, on est en amont, enfin, on est en amont de cycle. On va revenir sur ce que fait Spareka, comment il le fait, pourquoi, on a commencé à avoir des réponses. Avant ça, j'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on parle du marché de cette économie circulaire. Tu es un acteur de cette économie circulaire, comme je le disais. Comment tu perçois son évolution en 2021 ? J'ai l'impression, et je pense que tu vas le confirmer, que 2020 a été quand même un accélérateur de tendances déjà présentes. Aujourd'hui, quel constat, quelle vision, quelle analyse tu fais de cette économie circulaire ? Alors d'abord, je voudrais revenir juste un peu en arrière. Tout à l'heure, on parlait de l'obsolescence programmée. Et c'est intéressant de regarder sur Google Trends, de comparer obsolescence programmée et économie circulaire. En fait, on voit que pendant un moment, alors d'abord, avant, on n'en parlait pas. Puis après, on s'est mis à en parler comme étant quelque chose de négatif. En disant, ah ouais, en fait, on nous oblige à changer nos appareils. Et puis, en fait, petit à petit, les médias ont perçu qu'il y avait un mouvement de fond qui était de dire, non, non, mais en fait, tout ça peut être réutilisé. Il faut juste trouver en fait les bonnes méthodes pour que la vie de l'appareil continue. Et aujourd'hui, on arrive à un sujet qui est l'économie circulaire, c'est-à-dire que plutôt que de faire sortir un produit et de le détruire, on va faire en sorte d'allonger sa durée de vie. Qu'est-ce qui a été frappant là-dedans? C'est que le changement de obsolescence programmée à économie circulaire, c'est quelque chose de négatif à quelque chose de positif. Aujourd'hui, les gens et les fabricants ont envie de rentrer dans l'économie circulaire. D'abord parce que c'est un enjeu pour la planète. Tout le monde aujourd'hui est conscient que les ressources ne sont pas illimitées. Et donc évidemment, la durée de vie de chacun des appareils, plus on l'allonge, moins on travaille sur les ressources. La deuxième chose, c'est que finalement, il y a un sujet d'économie derrière tout ça. Pourquoi est-ce que les gens ils réparent pas ou pas assez aujourd'hui, et c'est notre leitmotiv, c'est parce qu'en fait, réparer coûte cher. Mais si on commence à valoriser le fait qu'ils peuvent réparer eux-mêmes, si on valorise le fait qu'ils peuvent, avec leur machine qui fonctionne, la revendre et qu'elle peut être réutilisée derrière, on crée en fait des économies à la fois pour le particulier, qui en fait finalement lui a besoin de cet argent-là pour faire autre chose, et à la fois des pans entiers de l'industrie qui passent de l'économie du déchet, c'est-à-dire du recyclage, à une économie de l'usage, c'est-à-dire que je réutilise en fait cet appareil. Et donc, on se retrouve là en 2020 avec une pandémie qui arrive et des gens bloqués chez eux à ne pas pouvoir appeler un réparateur et à ne pas pouvoir changer leur machine.
Et beaucoup de gens, en fait, ont pris conscience que finalement, peut-être que en se posant la question de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, sorti des deux grandes leitmotifs, un du distributeur qui dit, surtout, lorsque vous achetez votre plaque de cuisson, prenez votre extension de garantie, parce que vous allez voir, la réparation, c'est un enfer. Et puis deux, le fabricant qui dit, surtout, mettez pas la main en fait à l'intérieur de votre hublot, parce que vous allez vous faire couper la main. Une fois qu'on est sorti de ces deux grandes peurs en fait qu'on nous assène depuis une vingtaine d'années, une quarantaine d'années, je dirais même, et ben en fait, on s'aperçoit que nos machines, notre propriété, on peut en faire véritablement quelque chose. Après, à nous de choisir, mais en tout cas, on s'inscrit dans un cycle dont la fin n'est pas forcément la benne, la poubelle, et qu'au contraire, on peut aller chercher d'autres solutions. Et Vinted, Le Bon Coin, Back Market, Spareka apportent en fait justement un portefeuille de solutions pour les gens qui auparavant ne réfléchissaient pas à la suite. Donc ce marché, il est en train de se développer grâce à des solutions digitales, grâce à des solutions qui facilitent en fait finalement la suite de la vie de l'appareil. Et quand nous, on regarde un petit peu ça à notre échelle, eh bien, on voit bien que il y a 3 ans, je crois que le taux de personnes faisant de l'auto-réparation était à 15% et qu'aujourd'hui, il est à 35%. Donc ce marché évolue et prend de l'ampleur. Alors, merci pour ces explications, ces éléments d'explication qui sont très clairs. Et il y a une question qui me vient quand je t'écoute parler. T'expliques qu'effectivement, il y a un sujet économie dans la réparation, puisque tu prolonges la durée de vie de ton appareil. Donc, potentiellement, tu fais des économies en ne le remplaçant pas, ou du moins pas tout de suite. Est-ce qu'il y a aussi une dimension qui existait peut-être dans le passé et qui tend à diminuer aujourd'hui, qui est celle de la facilité de consommation? Prenons l'exemple d'un produit électronique, j'en sais rien, enfin un produit d'électroménager simple, une cafetière par exemple. Quelque part, ça vaut pas très cher. Et est-ce que les consommateurs n'ont pas eu aussi tendance à se dire ça vaut pas cher, je la remplace. C'est-à-dire je cherche même pas à la réparer. C'est hyper simple de m'en procurer une neuve. Je m'en procure une neuve et puis basta, c'est pas grave. C'est pas c'est pas une démarche qui s'inscrit dans la durabilité, qui est et les vendeurs, les distributeurs avaient un peu tendance à quand même faciliter cet acte de consommation. Est-ce que ça, c'est quand même une notion que tu partages, c'est-à-dire cette réalité qui tend à diminuer? Clairement, le fait qu'il y ait sur le marché des appareils dont la valeur est faible engage les gens vers la simplicité. Et on le voit en fait, tu as pris l'exemple de la cafetière, mais on le voit même sur des machines à laver le linge, où lorsqu'on a une machine à 1000 euros ou lorsqu'on a une machine à 200 euros, le comportement du consommateur ne va pas être le même. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement, l'État, en fait, a perçu ça aussi. Et pour autant, je crois qu'il y a une vraie demande du consommateur à se dégager de cette valeur et de cette simplicité et de se poser la question de finalement, est-ce que ce que je mets à la poubelle là, j'ai pas un rôle aussi à jouer là-dedans? Alors, aujourd'hui, je pense que c'est encore assez faible par rapport à l'impact économique que ça a. C'est-à-dire, en fait, je perçois le temps que je vais y consacrer versus le coût que ça a d'acheter quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui prend de la valeur et on le voit notamment à travers l'indice de réparabilité qui est sorti. L'objectif de l'État, finalement, là-dedans, c'est de dire, donc peut-être une aparté, depuis le 1er janvier, un indice de réparabilité est sorti, qui est aujourd'hui sur 5 catégories d'appareils, mais demain sera sur tous les appareils, qui est une note sur 10, entre 0 et 10, 0 en rouge, 10 en vert, et qui veut dire est-ce que cet appareil est réparable ou pas. Et le fait d'apposer cet indice sur des appareils petit à petit qui vont valoir de moins en moins cher va orienter le client tout de même à se dire pour le même produit qui coûte 25 euros, est-ce que je vais prendre celui qui ne se répare pas ou est-ce que je vais prendre celui qui se répare? Et donc en fait on va petit à petit mettre dans la tête des gens que même à 25 euros en fait on peut réparer les choses et qu'il vaut mieux finalement acheter quelque chose qui est réparable dont la durée de vie va augmenter plutôt que d'acheter quelque chose où finalement je ne sais pas ce qui va se passer dès la première panne. Et ça en fait j'y crois beaucoup, donc je pense qu'en effet aujourd'hui les gens sont quand même encore
très attaché à la simplicité et au temps consacré à ça. Et finalement, dépenser 25 € de plus pour sa cafetière ou pour son grille-pain, ça passe pour certains, peut-être pas pour d'autres. Bien sûr. Mais s'il commence à avoir une approche orientée sur la réparation, sur du gros électroménager, sur des ordinateurs, sur des téléphones, quand on va arriver aux cafetières, il aura intégré cette approche-là. Et le fabricant aura aussi intégré cette approche-là. Et donc le fabricant va construire ses modèles de sorte à ce qu'ils soient réparables. Et donc de sorte à ce que derrière, le particulier le répare. Et d'ailleurs, Seb n'a pas attendu ça pour proposer un label 10 ans réparable sur l'ensemble de ses produits. Donc il a déjà, lui, perçu la valeur que ça avait dans le cadre de l'achat, d'avoir un client qui va choisir un produit réparable, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, ces grandes marques, elles jouent quand même, d'une certaine manière, la fidélité de leurs clients au moment de la panne. Si ta cafetière Magimix tombe en panne et que tu ne peux pas la réparer, est-ce que tu rachèterais une cafetière Magimix ? C'est pas dit. C'est pas dit. Par contre, si elle tombe en panne et que tu as un petit tuto et que tu vois en fait que finalement il fallait pas changer la pièce, mais il fallait juste revisser quelque chose ou enlever un petit truc qui était encrassé, là tu te dis Magimix il a fait son taf. J'ai une bonne expérience avec lui. La prochaine fois que j'aurai un truc à offrir ou bien à changer, je rachèterai Magimix. Donc il y a un enjeu quand même à ce que petit à petit, par effet de... j'aime pas trop ce terme parce qu'en fait on a démontré que ça marchait pas, mais par effet de ruissellement, à partir des très gros appareils électroménagers, on redescende et que le comportement des utilisateurs en France et bientôt j'espère en Europe change. Alors merci pour ces précisions. Tu le disais tout à l'heure, finalement, vous avez observé que le premier confinement a imposé du temps et de la disponibilité aux consommateurs pour peut-être se mettre à la réparation. Tu as observé quoi concrètement? Ça veut dire quoi? Tu as multiplié les fréquentations de ton site par je ne sais pas combien? Tu as expédié beaucoup plus de pièces détachées? Comment vous avez mesuré ça? Bon, alors assez simplement, à travers deux métriques. Le premier, c'est le chiffre d'affaires. Donc, pendant la période du premier confinement notamment, on a fait x2,5. Donc ça, c'est quand même des chiffres records. Donc on voyait bien que les gens s'y intéressaient. Et puis la deuxième chose, c'est le nombre de vues sur notre chaîne YouTube qui a fait x10, je crois, pendant cette durée de confinement. Donc, et d'autant plus qu'on ne va pas voir un tuto de réparation de sa cafetière par plaisir. Non. On y a un intérêt. Et il n'y avait pas plus de cafetières qui tombaient en panne. Donc Ouais. en fait, d'ailleurs, juste pour le chiffre, il y a quand même chaque jour 15 000 machines à laver le linge qui tombent en panne. Donc quand on est en confinement et qu'il n'y a pas de réparateur pour pouvoir venir chez soi et qu'on a un petit peu de temps pour se poser la question est-ce qu'on va y arriver, naturellement en fait on va sur la chaîne Spareka sur YouTube. Donc ces deux métriques-là nous ont fait dire que vraiment il y en a une troisième qui est assez intéressante qui est celle d'un nouvel usage. Nous on a développé dès le départ autour de nos diagnostics une visio. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à diagnostiquer soi-même, on peut faire appel à un technicien qui en visio va aider le client pour 14,90 € à identifier l'origine de la panne. Et ça a fait x12 sur notre site internet parce qu'évidemment, personne ne pouvait se déplacer et que les gens aimaient bien voir en fait la tête du technicien sur leur téléphone en même temps qu'ils étaient en train de... Alors c'est hyper intéressant de comprendre tout ça. On va y rentrer plus en détail. Je reviens avant de rentrer en détail sur justement le consommateur et le changement d'habitude. On a compris que le premier confinement avait été un accélérateur et puis un peu une parenthèse dans une croissance peut-être un peu plus normale et linéaire. Ça a été un accélérateur. Sorti de confinement, finalement on est 1 an après le premier confinement. Est-ce qu'il y a des paliers qui ont été franchis ou est-ce que tu sens que finalement vous avez... c'est de l'acquisition qui a été faite. Les gens qui n'étaient pas habitués à réparer se sont convertis à ça et puis reviennent. Vous avez capitalisé là-dessus? Alors, il y a plusieurs phénomènes en parallèle. Le premier phénomène, c'est qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire de l'auto-réparation et qui en ont conclu que c'était facile. Nous, 97% des gens qui font leur première auto-réparation nous disent qu'ils vont le refaire. Donc ça compte. D'une certaine manière, notre marché, il a augmenté. Et notamment, les deux premiers freins à l'auto-réparation, c'est le temps. En fait, les gens ont le sentiment que ça va leur prendre du temps.
alors qu'en moyenne, un tuto chez nous, ça dure 7-8 minutes. Et de l'autre côté, c'est l'accès aux données. C'est-à-dire, en fait, ils ne savent pas trop comment avoir accès aux données. Tu veux parler de la technicité? Moi, par exemple, qui ne suis pas un bricoleur particulier, je me dirais, pour changer, je ne sais pas, aller par exemple le joint du tambour de ma machine à laver le linge, peut-être que c'est une réparation qui peut exister. Euh, J'aurais peur de ne pas savoir m'y prendre. Enfin, ça va être compliqué, je vais devoir me tordre le cou pour aller regarder comment ça. Est-ce que ça, c'est un frein qui, en fait, est facilement levé? Alors en fait, ce frein, non, il n'est pas facilement levé parce que c'est un frein psychologique. La semaine dernière, on était avec la ministre de l'écologie, Barbara Pompili. On lui a fait changer une résistance de lave-linge. Euh, Elle était au milieu d'une classe d'IUT à l'IUT de Besançon. Et tout le monde était d'accord pour dire que c'est très facile de changer en fait une résistance de lave-linge. Donc c'est psychologique. En fait, tu crois que c'est compliqué parce que justement les distributeurs, donc les Darty, les Fnac, les boulangers, aimaient à te dire c'est compliqué, donc prenez-moi une petite extension de garantie, là, je vais vous la vendre, c'est très bien. Donc dans ta tête, c'est compliqué. Et de l'autre truc dans ma tête qui me vient tout de suite après, en fait, j'ai pas les outils. Alors, ouais, c'est un peu plus large que ça, c'est je ne sais pas par où commencer, j'aimerais bien trouver de l'information qui me dise quoi faire. Parce qu'en fait, si tu as un tournevis cruciforme, ça suffit. Ok. Mais par contre, en fait, en effet, il y a un certain nombre de peurs, il y a des préjugés qui font que tu vas pas y penser naturellement. Et donc, l'écart de prix entre la réparation et l'autoréparation, on divise par 3 quand même. Hein. Donc, grosso modo, on fait économiser 100 euros. Donc, évidemment, si tu es très riche et que tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'es pas notre client. Mais par contre, si ce week-end, tu devais partir au camping avec tes enfants et que tout d'un coup la machine est tombée en panne, bah, le billet de 100 euros, en fait, tu vas vite te dire que tu préférais partir au camping avec tes enfants plutôt que de payer un technicien qui finalement va juste ouvrir le filtre et puis enlever des pluches parce que ça fonctionne. C'est pas moi qui le dis, c'est Darty. 65% des techniciens qui se déplacent pour une panne de lave-linge ne changent pas de pièces et réparent la machine. Hmm. Donc évidemment, en fait, c'est très facile. Mais on a besoin de convaincre les gens parce que on se bat contre 40 années de destruction de l'autoréparation. Donc en fait, vous avez acquis, vous avez des nouveaux clients, vous avez élargi le marché, tu l'as dit. En fait, finalement, ce boost qu'a représenté le confinement pour vous, c'est une aubaine. Peut-être que c'est pas le bon mot, mais enfin, c'est quand même une réalité. Pour qu'on comprenne bien maintenant, là, tu as commencé bien à nous parler de Spareka. On va rentrer sur la proposition de valeur de Spareka. Il y a plein de questions qui me viennent à l'esprit. J'ai compris que vous rentriez sur le marché d'abord par les tutos, l'explication. En fait, vous allez démystifier la réparation, puis par, par la vente de pièces détachées. Est-ce que c'est correct ce que je dis? Alors c'est intéressant parce que en fait notre proposition de valeur on l'a construit dès le départ en se disant 1. Diagnostic de panne, 2. Vente de pièces, 3. Tuto. Et en fait ça se passe pas exactement comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, en effet, d'abord tu vas te renseigner, tu vas aller sur Google, tu vas taper en fait panne de lave-linge et là tu vas tomber sur des tutos. Et tu vas voir les tutos du changement de la pièce. Et c'est en voyant ces tutos-là que tu vas te dire ah ouais en fait c'est facile, j'en suis capable. Et à ce moment-là, tu vas retourner sur le site internet et tu vas soit en effet faire ton diagnostic pour t'assurer que finalement le tuto que tu as vu correspond bien à la panne que tu as, soit tu vas directement aller acheter la pièce détachée. Donc, ouais, j'ai oublié le diagnostic, c'est effectivement quelque chose qui est clé dans le processus. D'abord, il faut commencer par le diagnostic avant d'imaginer pouvoir changer et comprendre comment on fait pour changer et se fournir la pièce. Je me place du côté du consommateur volontairement. Pour ce diagnostic, tu disais tout à l'heure, vous avez développé une aide en visio à distance pour poser le diagnostic. Est-ce que avant ça, il y a, je sais pas, une checklist que vous mettez à disposition pour dire, bah alors vérifier d'abord si ça, comment on peut. Alors, donc on a deux choses différentes. On a d'un côté notre diagnostic en ligne, qui est une sorte de chatbot dans lequel on pose des questions et en moyenne, au bout de 3 questions, on te dit quelle est l'origine de ta panne. C'est de l'IA? Non, c'est pas de l'intelligence artificielle. C'est des vrais hommes qui répondent? Non. C'est, moi,
Moi, j'aime bien être transparent et on n'a pas mis de l'intelligence artificielle derrière tout ça. On a mis un peu de machine learning qui nous permet en fait d'accélérer les choses. Mais de là à dire que c'est de l'intelligence artificielle, je ne crois pas. Ok. Par contre, en fait, on a fait en effet travailler des réseaux neuronaux derrière pour que ça nous permette de faire en sorte qu'on pose le moins de questions possible. Ce qui est intéressant en fait là-dedans, c'est que évidemment, on apprend. Alors, on ne le fait pas forcément tourner avec de l'intelligence artificielle, mais on fait entraîner nos modèles de réseaux neuronaux. Et en fait, plus il y a de personnes qui vont sur ces diagnostics-là, plus en fait, on a de données qui nous permettent d'être le plus fin possible en fonction de la typologie de machine. Réseau de neuronaux, je ne connaissais pas. Tu peux juste me dire en quelques mots ce que c'est? Ouais, c'est en fait... donc il y a différents types d'intelligence artificielle. La partie réseaux neuronaux, c'est une sorte de boîte noire en fait dans lequel on va modifier un certain nombre de paramètres qui vont nous permettre de dire que les modèles qu'on a mis en place correspondent le plus possible à la réalité. Donc c'est un type d'intelligence artificielle et c'est un peu comme t'imagines avoir une espèce de surface avec des sommets et puis des trous et puis tu mets une bille en fait et quand tu mets ta bille il faut que tu trouves quel est le sommet le plus haut, donc tu fais plusieurs tests et donc petit à petit en fait ton modèle s'entraîne pour qu'il se rapproche du maximum, c'est-à-dire du plus haut point sur ce plan. Donc nous on fait ça, on entraîne régulièrement ce modèle et ça nous amène en fait à diminuer notre nombre de questions. Donc en moyenne, on passe de 3,5 à 3,2 à 2,9 et on sait que plus on pose des questions pertinentes, plus on sait que le client va atteindre rapidement sa solution sans se dire ok, j'y arriverai pas. Donc pour nous, c'est important en fait d'être pertinent. Puis c'est important de collecter de la donnée pour justement être le plus exhaustif possible. Parce que l'autre sujet, c'est il faut que je sache répondre à ton problème, mais il faut que je sache répondre à tous les problèmes qu'il y a et à 15 000 Donc en fait, ça, c'est le premier filtre qui vous permet déjà d'aider le consommateur à poser le diagnostic. Et puis il y a toujours les cas exceptionnels, ceux qui sortent un peu du lot, Exactement. pour lesquels il faut aussi apporter une réponse. Et c'est là où la visio va rentrer en réponse. Exactement. Donc la visio, en fait, c'est vraiment le trait d'union entre je veux qu'il y ait quelqu'un qui répare pour moi et j'aimerais bien pouvoir le faire tout seul. Et donc là, on a une interface avec un vrai technicien et qui va trouver l'origine de la panne. Et une fois de plus, si je reprends les chiffres de Darty, 65% des techniciens ne changent pas de pièce. Ça veut dire que dans 65% des cas, si les clients avaient fait une visio, ils auraient finalement en 30 minutes peut-être de visio trouvé leur solution. Donc nous, on propose cette visio-là pour justement réussir à éviter au maximum de perdre du temps, de perdre de l'argent à faire déplacer un technicien et ça marche hyper bien. Et pour le coup, le confinement a vraiment été un catalyseur très fort pour ce type d'intervention, à la fois en B2C, toi tu as un problème et tu fais une visio, et à la fois en B2B2C, c'est-à-dire qu'en fait il y a plein d'acteurs qui n'ont pas beaucoup de techniciens et qui veulent en fait affiner les déplacements de leurs techniciens seulement sur des pannes pour lesquelles il y a un besoin de technicien. C'est intéressant. Quand je t'entends parler, il y a plein d'autres questions qui me viennent, mais la première, en fait, j'en ai deux principales. La première porte sur les vidéos. Ça veut dire que pour faire des tutos, vous avez reproduit des pannes ou vous avez simulé des pannes. Vous les tournez vous-même. Combien vous en avez de vidéos? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors, on les tourne nous-mêmes dans notre studio. On s'est recréé une petite maison et donc on tourne à l'intérieur. On a une équipe dédiée. On a 1000 tutos. En fait, on essaye, dans la mesure de possible, d'aller au plus proche de ce qui se passe en fait véritablement dans une cuisine par n'importe quel concitoyen. Donc d'un côté, on va provoquer des pannes. Et de l'autre côté, donc ça c'est plutôt la partie tuto, qu'est-ce qui vous arrive quand vous avez quelque chose qui ne marche pas. Mais il y a une bonne partie des tutos qui sont aussi, ok, vous venez de recevoir votre pompe de vidange, comment vous la changez? Et donc là, on prend la nouvelle pompe de vidange, l'ancienne pompe de vidange et on le remplace. Donc c'est des tutos un peu différents, le tuto du symptôme, j'ai un problème, du tuto de je remonte la panne, je remonte la pièce, et puis il y a un troisième tuto qui est comment j'entretiens ma machine. Qu'est-ce que je fais en fait? Parce que parfois il n'y a pas besoin de changer, mais il y a juste du calcaire en fait sur la résistance de lave-linge.
il suffit de la mettre dans du vinaigre blanc et donc on montre en fait comment ça marche, comment entretenir les choses, comment est-ce qu'on fait pour que sa machine naturellement ne tombe pas en panne. Alors, pour compléter ma question, qui me vient en écoutant ta réponse, on parlait tout à l'heure des différents types de produits électroménagers, ceux qui sont plus ou moins réparables, et tu notais, tu indiquais justement qu'il y avait un indice de réparabilité qui, depuis le début de l'année, était en voie de déploiement sur l'ensemble des produits électroménagers. Est-ce que l'idée selon laquelle plus c'est cheap, moins c'est réparable est vraie ou pas? Est-ce que globalement, si tu achètes une machine à 200 euros made in China, tu auras moins de chances de pouvoir la réparer qu'en achetant une Bosch, peut-être aussi fabriquée en Chine, mais avec un cahier des charges différent, qui sera peut-être plus facilement réparable? Est-ce que c'est complètement faux ou est-ce qu'il y a une part de vrai là-dedans? Alors, il y a clairement une part de vrai. Mais j'irai un peu plus loin. C'est qu'en fait, parfois même des grandes marques ne sont pas réparables. Quasiment tout le temps, en fait, on a eu des discussions lunaires avec des très très grands distributeurs qui représentent 25% de parts de marché. En fait, il faut imaginer que, je sais pas, si on prend les lave-linges par exemple, 25% des parts de marché, c'est des marques de distributeurs. Mhm. Donc tu vas chez ton distributeur, donc ça peut être Leclerc, je sais pas, Carrefour, Cdiscount, et puis tu achètes une machine qui est sous une de leurs marques. Bon, donc 25% c'est beaucoup. Bah, eux n'avaient pas forcément dans leur cahier des charges d'avoir des pièces détachées. Donc c'est pas tant que la machine est réparable ou pas, c'est que les pièces détachées sont pas disponibles. Quand ils achètent des containers de machines, il n'y a pas de pièces. Donc en fait, quand c'est sous garantie, ils la remplacent et ils la mettent à la poubelle, sans savoir même, sans s'en occuper. Et puis une fois que la panne est après la garantie, c'est fini. C'est fini. On peut pas la réparer parce qu'il n'y a pas de pièces. Ah oui, d'accord, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça peut être réparable, mais les pièces n'existent pas ou sont pas disponibles. Exactement. Donc c'est là le vrai, le vrai enjeu. L'autre question qui me venait, elle porte justement sur les pièces. Ça veut dire que vous avez du stock à vous de pièces détachées. Comment vous fonctionnez? Alors nous, on a principalement deux façons de traiter les commandes clients. D'un côté, on a du stock sur des pièces pour lesquelles on a un historique. C'est-à-dire, dès qu'on voit qu'une pièce tourne régulièrement, on la stocke. Et donc là, on a à peu près 15 000 références en stock. Et puis, on a des pièces qu'on n'a pas en stock, qu'on a, par contre, dont on a en fait l'information du stock chez notre distributeur. Et donc là, on a 30% de nos commandes sur des pièces qu'on n'a pas en stock et qui vont faire l'objet d'un réapprovisionnement spécifique en flux tendu chez notre fournisseur. Donc, en dropshipping, c'est-à-dire c'est le fournisseur? Pas en dropshipping, ça vient chez nous. Et vous réexpédiez. Voilà, c'est ce qu'on appelle du cross-dock. Mhm. Donc ça arrive. Alors, ça, c'est assez difficile à gérer pour nous parce que, d'abord, on ne peut pas avoir ces pièces-là en stock parce qu'en fait, il faut imaginer que cette pièce-là, elle est peut-être vendue une fois tous les 3 ans sur notre site. Donc, évidemment, on ne peut pas l'avoir en stock. Mais notre distributeur, lui-même, il en vend pas beaucoup. Donc, parfois, lui-même l'a pas en stock. Et donc, en fait, il y a toute une chaîne jusqu'à ce que, en fait, il y ait quelqu'un qui dise « Ouais, je l'ai en stock » et en fait, il l'a pas. Et donc là, on se retrouve à avoir des consommateurs qui sont déçus parce que l'information de base est fausse. Et là, c'est un vrai sujet pour nous de réussir à fiabiliser cette information. Il y a deux façons de faire, quoi. Il y a une première qui est de dire j'ai pas l'information, donc je te la vends pas. Et puis il y en a une autre qui est de dire en fait j'ai une information, et c'est notre cas, on ne sait pas si l'information est fiable ou pas. Et puis si je te la vends pas, évidemment je te rembourse, mais surtout j'essaie de trouver une autre solution. Et donc nous, on commence de plus en plus à sourcer des pièces qui sont compatibles avec ces vieilles pièces qui ne se font pas. Alors ça peut être avec de l'impression 3D, ça peut être c'était la question que j'avais. Quel est le rôle de l'impression 3D dans la reproduction de pièces détachées? Alors aujourd'hui, c'est très très faible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, l'impression 3D, ça coûte très cher. Donc il faut véritablement que ça en vaille le coup. C'est-à-dire faire un bac à légumes en impression 3D, c'est beaucoup beaucoup plus cher qu'un bac à légumes tout court. Premièrement. Deuxièmement, l'impression 3D, ça va bien sur des produits en plastique, uniquement en plastique. Mais dès qu'en fait on a des insertions de métaux, dès qu'on a des mécanismes, etc., c'est plus compliqué. Donc l'impression 3D, ça va marcher pour des petits boutons, pour des hélices, voilà, pour ce genre de choses. Donc en fait, on est très très peu... pour aujourd'hui, concrètement, l'impression 3D, c'est tout petit dans notre marché. On essaye d'identifier tous les produits qui sont susceptibles en fait
d'avoir une réponse en impression 3D, mais c'est pas encore la panacée. Donc 15 000 pièces en stock. Vous avez combien de commandes par mois? Enfin, globalement, sauf si c'est secret, mais c'est... Ouais, on a à peu près 5000 commandes par mois qui sortent de notre entrepôt. Ouais. Par jour, pardon. 5000 commandes par jour. Ah qui oui, sortent c'est de notre énorme, entrepôt. 5 000 par jour. Ouais. Est-ce que je me trompe ou finalement le panier moyen est relativement faible quand tu achètes? Non, je me trompe? Non, le panier moyen est hyper faible. Parce que quand tu changes une pièce, c'est 40 euros en moyenne. 40 euros. Une commande chez nous, c'est 40 euros. D'accord. Vous fonctionnez avec des livraisons express ou pas? Ouais, alors on a plusieurs types de livraisons. On a des livraisons express à domicile, express en point relais. On a des livraisons standards à domicile et standards en point relais. Est-ce que tu peux nous dire, on a parlé du lave-linge comme étant un peu un exemple important pour illustrer les propos. C'est quoi les produits qui sont les plus réparés? Le gros électroménager, Mhm. clairement. Donc ça va être lave-linge, lave-vaisselle, souvent les produits qui sont en contact avec l'eau. Mhm. Ensuite, on va avoir le four. Et puis après, le réfrigérateur, pas tant que ça finalement. Après le four, on a l'aspirateur, on a la cafetière. Voilà, c'est un peu les. Donc à l'intérieur de la maison, c'est ça. Et puis À l'extérieur, à l'extérieur, il y a beaucoup. Donc là, c'est très saisonnier évidemment, hein. Donc tout ce qui va être outillage autour des de jardin, non? Pas trop? outillage de jardin. En fait, on a pas mal de sujets autour des filtres de piscine. Ouais. Et on a des sujets autour des tondeuses. Et donc là, c'est pareil. Alors, c'est des lames, c'est des démarreurs à main, parfois c'est des bougies, mais enfin ça, c'est pas vraiment une pièce détachée. Très bien. Comment, on a parlé, là, on arrive un peu à la fin de notre conversation. J'aimerais on la conclue sur justement la relation client. A priori, les consommateurs n'ont pas même s'il y en a 15 000 par jour qui tombent en panne, n'ont pas un produit électroménager tous les mois qui tombe en panne. Enfin, je veux dire qu'on touche du bois, c'est a priori pas la fréquence. Elle est plus, enfin, c'est plus éloigné. Vous arrivez à fidéliser vos clients? Comment vous entretenez finalement la relation avec vos clients? Alors, c'est intéressant parce que ce sujet-là, c'est un sujet vraiment compliqué à traiter. Parce que finalement, le client, il vient chez nous quand il a une panne. Hmm. Donc du coup, pour réussir à communiquer avec lui au moment exact où il a une panne, soit il faut beaucoup lui parler, soit il faut l'écouter au moment en fait où il va commencer à chercher. Donc, nous, on est plutôt dans la deuxième catégorie et on essaye d'être très présent au moment où il va déclarer son besoin. Comment est-ce qu'il déclare son besoin? Eh ben, soit en venant sur notre site internet évidemment, et ça là-dessus du coup c'est en amont, on essaye de le fidéliser. Et donc, on essaye de lui donner tous les éléments possibles pour qu'il revienne chez nous naturellement. Donc, ça passe par un peu de gamification, ça passe par des informations régulières sous forme de newsletter, ça passe par des événements qu'on fait en province auxquels on l'invite, ça passe par des conseils qu'on lui donne. Bref, pas véritablement lui parler de sa panne, mais plutôt de le mettre dans un environnement dans lequel on lui dit le jour où tu auras une prochaine panne, sache qu'on est là, quels que soient les appareils de la maison que tu vas avoir à réparer. Donc ça c'est une première action. Et puis après, en fait, on a une deuxième action et qui évidemment est liée à la levée de fonds qu'on a fait l'année dernière, qui est d'élargir notre catalogue. Plus je vais avoir de points de contact avec mon client, c'est-à-dire que sur l'ensemble des appareils de la maison et du jardin, moi j'en ai une partie en catalogue, on ouvre la marketplace, donc on va faire rentrer des vendeurs de pièces détachées qui vont nous permettre d'adresser encore plus de besoins sur l'ensemble des appareils du consommateur. Et donc plus on va avoir de besoins, plus j'espère en fait qu'on va pouvoir fidéliser ce client-là. Et aujourd'hui, je ne peux pas parler de notre taux de fidélité, mais en tout cas, on a une augmentation de notre taux de fidélité qui est de l'ordre de 25% par an sur les 2 dernières années. Donc c'est assez important. Ça montre bien en fait que finalement, ça rentre dans les mœurs. Et on parle des clients existants et les nouveaux à conquérir, l'acquisition. Est-ce que finalement, l'outil le meilleur, c'est l'utilisation des vidéos? On parle de YouTube, par exemple. Je sais, voilà. Est-ce que c'est un réseau social en quelque sorte? Oui. Est-ce que vous utilisez ça pour diffuser de façon le plus large possible l'information selon laquelle il est possible de réparer au travers de ces vidéos-là à des gens qui n'y avaient pas forcément pensé?
De la même façon, on essaye d'avoir des vidéos qui s'adressent au plus grand nombre. C'est pour ça qu'en fait, on fait aussi des vidéos de maintenance. C'est pour ça qu'on ne fait pas que des vidéos de symptômes. Et là-dessus, en fait, on essaye de propulser sur les réseaux sociaux. Donc, pas YouTube, mais d'autres. Je pense à Facebook, je pense à LinkedIn. Plutôt les vidéos qui fonctionnent le mieux. Parce qu'une fois de plus, finalement, notre chaîne de vidéos est donc la première chaîne de réparation en France. Elle ressort tout de suite en fait sur le top des retours Google. Donc les gens qui viennent chez nous, c'est avant tout des gens qui cherchent en fait quelque chose. Et en effet, comme YouTube, comme Google en fait, fait tout de suite ressortir en position 0 soit des tutoriels de dépannage, soit directement des vidéos, en fait on se retrouve à répondre exactement aux besoins. Mais du coup, c'est pas simple pour nous d'aller chercher des clients qui n'ont jamais fait d'autoréparation avant qu'ils aient une panne. Alors, le choix qu'on fait là-dessus, c'est justement de rebrander. Et au mois de juillet, on va sortir notre nouveau logo, notre nouvelle image de marque et d'accélérer un petit peu un peu la notoriété qu'on va avoir principalement en digital. Et puis peut-être, j'espère, après à la télé ou à la radio. Mais c'est un sujet qui a été traité en fait. Déjà pas mal, et c'est la répétition, la répétition qui compte, et donc du coup il faut des gros budgets. Enfin, je sais pas si tu te souviens des pubs Carglass, c'est 35 répétitions par personne par mois, donc c'est énorme. Du budget, quoi. C'est énorme. Merci pour ces éléments, toutes ces réponses et ces commentaires. Avant de te remercier plus formellement, c'est quoi les next steps pour vous? On a parlé un moment de l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les plans de déploiement Bien sûr, ouais. Cette année, on sera en Espagne, en Allemagne et au Portugal. Donc c'est d'actualité. Bon, bonne chance. Merci beaucoup Geoffroy pour la qualité de l'échange, la transparence avec laquelle tu nous as expliqué toute cette démarche. Je vous invite tous à vous rendre sur le site de Spareka pour réparer la prochaine panne qui se produira chez vous. Ça s'inscrit dans cette logique de l'économie circulaire. Merci à vous tous vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, donc merci beaucoup. Merci à Comexposium, l'éditeur de l'événement One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour la coproduction de cet épisode. Geoffroy, à bientôt. Merci encore. Merci Cyril.